Les résultats officiels de l'élection législative seront publiés le 2 juillet prochain à 16 h par la Haute Cour constitutionnelle, une information publiée aujourd'hui par cette institution à travers un communiqué. La honte et la peur sont parmi les principaux facteurs qui favorisent la propagation du VIH-Sida. Certains des porteurs de ce virus cachent leur maladie, tandis que d'autres ignorent qu'ils sont infectés par le VIH-Sida. Le sommet du G20 s'est officiellement ouvert aujourd'hui à Osaka, au Japon. Une réunion à grands enjeux sur fond de fractures entre les dirigeants du monde, sur le commerce et le climat notamment. Après la traditionnelle photo de famille, les 20 chefs d'État et de gouvernement ont entamé leur débat, en l'occurrence sur l'économie du numérique, sous la houlette du Premier ministre du pays hôte, Shinzo Abe, entouré par Donald Trump et Xi Jinping, duo vedette de ces 2 jours de réunion. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. Nous ouvrons l'édition de ce soir par l'actualité politique. La Haute Cour constitutionnelle publiera les résultats officiels de l'élection législative le 2 juillet prochain à 16 h. Cette information a été publiée aujourd'hui par la HCC à travers un communiqué. Aucune opposition ne pourra plus être effectuée après la publication de ces résultats. Toujours dans l'actualité politique, la CENI a proposé la date du 28 octobre pour tenir l'élection communale. D'après cette commission, la caution à payer par chaque candidat devrait varier selon le nombre d'habitants recensés dans chaque commune. Les dépôts de dossiers de candidature, quant à eux, devront se faire entre le 20 juillet et le 3 août. Un reportage signé Indra Arsan. Le mandat des maires actuels prendra fin au mois de septembre. Cela fait 40 ans que le Fonds africain de développement. Le mandat des maires actuels prendra fin au mois de septembre. La Commission électorale nationale indépendante a donc proposé que la prochaine élection communale se tienne le 28 octobre prochain. La date de dossier de candidature se fera donc du 20 juillet au 3 août. Ny famoahana ny liste ny candidat ikena ilatsaka ho fidina. La publication de la liste des candidats validés pour l'élection communale et pour l'élection de conseiller communal se fera le 15 août. Ces élections se feront le même jour, soit le 28 octobre. La caution, quant à elle, va varier selon le nombre d'habitants recensés dans chaque commune. La CENI prévoit de publier les résultats provisoires de ces élections le 16 novembre et les résultats définitifs devront être publiés le 15 décembre. Sur un tout autre sujet, la deuxième consultation en vue de la 15e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement aura lieu à Madagascar du 1er au 3 juillet. Un financement dans 40 pays du continent africain pour en bénéficier et Madagascar est l'un d'entre eux. Michela Ranardzon. Cela fait 40 ans que le Fonds africain de développement a été mis en place. Au cours de cette période, un budget de 45 milliards de dollars a été utilisé dans ce cadre au niveau du continent africain. 27 pays du continent contribuent à ce fonds, un budget administré par la Banque africaine de développement. Actuellement, la 15e reconstitution des ressources du Fonds africain de développement est en cours. La réunion qui sera tenue pour cela se fera dans la capitale malgache du 1er au 3 juillet. C'est un honneur pour Madagascar d'accueillir cette réunion. Près de 150 invités sont attendus. On y retrouvera des délégations européennes, américaines et japonaises, mais également le président de la Banque africaine de développement. Ce dernier peut être classé au même rang que le président de la Banque mondiale. Il sera ici pour cette rencontre. Il a une relation de confiance avec le président Andradzoil. L'estimation de ce budget se fait tous les 3 ans.
Il est à rappeler que la première réunion de reconstitution du Fonds de développement africain s'est tenue à Abidjan. 40 pays du continent africain, dont Madagascar, vont bénéficier de cette aide financière. Le document stratégie pays de Madagascar pour 2017 à 2021 a été validé par la Banque africaine de développement en 2017, ce qui a permis au pays d'obtenir près de 1,574 milliard d'UC qui vont servir jusqu'à ce jour à financer 15 projets, des projets portant sur l'agriculture, la réhabilitation d'infrastructures routières et autres. Parmi les projets établis pour cette année, on retrouve la réhabilitation de la route nationale numéro 9 et la route reliant Tolagnar à Wangainjan. Dans l'actualité sociale, la honte est un des principaux facteurs qui favorise la propagation du VIH-Sida. Beaucoup parmi les porteurs de ce virus cachent leur état, d'autres parmi plusieurs porteurs ignorent qu'ils sont infectés par le virus Sida. Toujours un reportage de Michela Ramnarsson. Près de 40 000 personnes sont porteurs du VIH-Sida à Madagascar. C'est le résultat d'un rapport publié par l'ONU-Sida en 2018. Si en 2010, ce chiffre s'est levé à 19 000, ce nombre a augmenté à 35 000 en 2017. Le nombre de décès dus à ce virus a également augmenté, passant de 1300 en 2010 à 1600 en 2017. La honte est la première barrière qui empêche les porteurs de ce virus de se faire traiter. La honte et la peur de se faire rejeter par la société fait partie des principales barrières qui empêchent les gens de se faire dépister. Parmi ces obstacles, on retrouve également le manque d'informations concernant le VIH. À Madagascar, parmi les 40 000 porteurs du VIH-Sida, 23 000 sont de sexe masculin âgés de plus de 15 ans, 13 000 sont de sexe féminin âgés de plus de 15 ans et 2 000 sont des enfants, tous sexes confondus, âgés de moins de 14 ans. Selon un responsable, le fait de ne pas être conscient d'être porteur de cette maladie pose aussi problème. Il faudrait améliorer la capacité des agents de santé. Cela signifie qu'il leur faut des formations pour améliorer leurs performances. Certains d'entre eux n'ont pas eu droit à des formations en matière de dépistage et ont dû apprendre sur le tas. Ce matin, les résultats d'une enquête menée sur le VIH-Sida et les traitements effectués par les porteurs de ce virus dans la province de Mahajang, de Tuamas, d'Antsran, de Tuléar et d'Antananarivo ont été publiés. Dans le cadre de son programme Accompagnement à la transformation numérique, l'Organisation internationale de la francophonie a organisé un atelier de formation sur les technologies émergentes le 24, 25 et 27 juin. Cette formation a été organisée en partenariat avec l'Organisation francophone des entreprises innovantes, une initiative axée sur l'appropriation des opportunités liées au développement du marché des données numériques massives corrélées à celui de l'intelligence artificielle. À travers des activités de formation et d'ateliers pratiques, elle vise à permettre aux acteurs du numérique de projeter leur avenir professionnel dans le nouveau cadre mondial induit par la transformation numérique. Un atelier qui s'est fait sur la base d'un appel à candidature et dont une trentaine d'acteurs malgaches du numérique ont pu bénéficier. Place maintenant aux actualités internationales. Ce vendredi s'ouvre à Osaka, au Japon, le sommet du G20. Ce rendez-vous de la coopération économique se déroulera dans un climat marqué par des conflits majeurs entre les puissances, à commencer par les États-Unis et la Chine. France 24. Ce sera l'une des rencontres les plus attendues du G20, celle entre Donald Trump et Xi Jinping. Les leaders des deux premières puissances économiques mondiales pourraient profiter de ce sommet pour approcher leur position et acter d'une trêve dans leur guerre commerciale. Une entrevue qui devrait aussi tourner autour de la guerre technologique avec en ligne de mire le cas de Huawei. Le géant des télécoms est accusé par Washington de faciliter l'espionnage chinois dans le monde. Au menu des discussions également, le dossier nucléaire nord-coréen. Après la visite de Xi Jinping en Corée du Nord la semaine dernière, Pékin semble avoir repris la main sur ce dossier et s'affirme comme un allié central de Pyongyang. Un atout de plus dans la manche du président chinois qui pourrait utiliser cette arme dans les discussions commerciales avec les États-Unis. Autre dossier central, l'Iran. Ici, les débats s'annoncent houleux après la destruction d'un drone américain par un missile iranien au-dessus du détroit d'Ormuz. Donald Trump a annoncé avoir renoncé
à une frappe aérienne sur l'Iran. Les Européens, la Chine et la Russie tenteront, eux, de jouer l'apaisement. Enfin, dernier sujet majeur, le climat. Là encore, les divergences sont nombreuses. Si les Européens veulent défendre l'ambition climatique, il faudra s'accommoder du scepticisme américain. Emmanuel Macron a d'ailleurs prévenu, le climat est une ligne rouge. Il y a beaucoup de gens maintenant qui ne veulent plus signer les communiqués en G7 ou en G20 parce qu'il y a des lignes rouges. Moi, j'en ai une. Si on ne parle pas de l'accord de Paris, et si pour se mettre d'accord dans une salle à 20, on n'est plus capable de défendre l'ambition climatique, ce sera sans la France. Le G20 doit se conclure samedi avec une déclaration commune des participants. En Tunisie, le groupe État islamique a revendiqué le double attentat suicide perpétré hier dans la capitale tunisienne. Bilan de ces attaques, les premières dans la capitale depuis octobre 2018, un mort et 8 blessés, mais aussi un sentiment d'amertume et de colère face aux conséquences potentielles sur la saison touristique. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Des débris éparpillés et des véhicules endommagés. Les stigmates du premier attentat qui frappe Tunis ce jeudi. À la mi-journée, un attentat suicide vise une voiture de police dans le centre-ville de la capitale, rue Charles de Gaulle, non loin de l'ambassade de France. Un policier meurt et plusieurs personnes sont blessées. Quelques minutes plus tard, cette fois, dans le quartier d'El Gorjani, un autre kamikaze se fait exploser sur le parking du siège de la brigade antiterroriste. Là encore, des blessés sont à déplorer. 2 attaques contre les forces de sécurité revendiquées un peu plus tard par le groupe État islamique via son organe de propagande. Alors le ministre de l'Intérieur appelle à faire bloc derrière la police. Cette opération vise à déstabiliser les Tunisiens et l'économie du pays et à freiner la transition démocratique peu avant l'ouverture de la saison estivale. Je veux dire aux Tunisiens que nous continuerons à combattre ces terroristes et notre guerre contre eux est existentielle. C'est une question de vie ou de mort. Nous ne serons pas tranquilles jusqu'à ce que le dernier terroriste soit tué. Je veux dire aux Tunisiens, n'ayez pas peur. Restez unis autour de nos forces de sécurité et ne perdez pas confiance en nous et en nos policiers. L'enquête, elle, progresse. Les kamikazes se seraient servis de ceintures explosives. Sans donner davantage de détails, le ministère de l'Intérieur a déclaré avoir identifié l'un des terroristes. Ce double attentat intervient à quelques mois des élections législatives et présidentielles prévues en octobre et en novembre prochain, et alors que la saison touristique débute, une période vitale pour l'économie du pays. Avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Les résultats officiels de l'élection législative seront publiés le 2 juillet prochain à 16 h par la Haute Cour constitutionnelle. La honte et la peur sont parmi les principaux facteurs qui favorisent la propagation du VIH-Sida. Certains des porteurs de ce virus cachent leur maladie, tandis que d'autres ignorent qu'ils sont infectés. Le sommet du G20 s'est officiellement ouvert aujourd'hui au Japon, une réunion à grands enjeux, notamment sur le commerce et le climat. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Au nom de l'équipe qui l'a préparée, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau journal. Au revoir.